sa propre dynamique, la route crée le développement et donc c'est le chemin de fer crée aussi à l'intérieur donc de son propre système d'exploitation le développement. Mais nous n'attendons pas que ça parce que nous avons évalué, comme nous l'avons dit, le fret entre le Burkina Faso en direction du Ghana. Nous avons évalué à l'intérieur du Ghana le fait que ça traverse donc sur 700 km, le fait qu'eux-mêmes ils ont en termes de minerais pour aller donc dans leur port pour pouvoir exporter, ce que nous-mêmes nous avions comme réserve de minerais dans notre pays que nous pouvons transporter, nous sommes arrivés à un taux de rentabilité qui avoisine donc comme je disais, les 14%, les 12 à 14%, et que donc nous pensons que le projet est rentable. Mais je vous ai dit que si on prend tout simplement le transport des passagers, qu'on n'arrive pas toujours à mettre en termes de rentabilité, c'est beaucoup plus fort. Parce que le transport de personnes et de biens, c'est une tradition, comme le ministre ghanéen l'a dit, entre nos deux peuples, le brassage entre les peuples et la synergie, et l'intégration des deux peuples, ça aussi quelque chose que nous devons évaluer en termes de notre capacité à rester ensemble et à construire nos vies ensemble. Donc je suis persuadé que ce chemin de fer va emporter donc, non seulement au niveau social le bonheur, mais économiquement ça va relancer donc, les économies de nos deux pays. Alors Radio Omega, bon, vous avez parlé donc du coût du projet. C'est vrai que nous avons été très précis. Nous avons fait exprès pour ne pas donner l'impression que nous connaissons déjà le coût. Parce que vous voyez, c'est un dossier technique. Et que ce coût-là va faire partie aussi des compétitions. Mais naturellement, quand vous voulez évaluer un projet comme ça, bon, les techniciens savent le coût technique. Mais ce que je vais vous donner ici, ce n'est pas un coût qu'on va obliger donc le futur privé nécessairement de mobiliser. Mais nous allons être attentifs parce que ce serait un coût qui va comparer pour dire est-ce que cette offre-là est sérieuse parce que en termes donc de coût, est-ce qu'il va nous faire donc un bon chemin de fer? Est-ce que les ouvrages que nous allons avoir là-bas seront des ouvrages de bonne qualité? C'est pour ça que nous pensons que nous devons avoir aussi un coût minimal en termes de comparaison. Sinon, ce projet est évalué à peu près 4,7 milliards d'euros. Donc au minimum. Donc c'est vraiment important. Alors, Radio Liberté a posé la question, beaucoup de questions, mais surtout au ministre ghanéen, mais je vais aussi... vous avez parlé donc que nous avons annoncé effectivement en 2018 que nous allons démarrer donc en 2020, et qu'est-ce qui n'a pas marché parce que nous sommes en 2021. Vous savez que la pandémie est passée par là. Vous savez que le bureau d'études qui devait nous proposer donc l'offre finale d'appréciation des coûts financiers du point de vue technique, du point de vue juridique, du point de vue économique, le bureau d'études est un bureau d'études italien. Et quand la pandémie est arrivée, et vous savez en Italie ce n'était pas facile. Donc, et même nous à un moment donné au Ghana, comme au Burkina Faso, ce n'était pas facile de nous réunir et de pouvoir présenter même ce dossier pour apporter. Alors donc c'est surtout la pandémie qui a pris un peu du temps. Mais après, les deux pays sont rentrés tous en élection. Moi qui vous parle, depuis donc novembre, avant novembre même d'ailleurs, nous n'étions plus du tout disponibles. Et lui aussi, à un mois donné, les deux élections présidentielles se suivaient. Donc je pense que c'est les deux événements. L'événement malheureux, c'est vraiment la pandémie, mais après nous sommes rentrés tous en élection et maintenant nous sommes en train de reprendre ce projet et je suis persuadé qu'avec le nouveau calendrier que nous avions en tout cas établi, nous allons rentrer donc dans des délais beaucoup plus fermes. Le temps d'exploitation du PPP, ça fait partie de la proposition parce que chacun de nous va dire bon voilà, moi je vais mettre tant de francs, tant de milliards d'euros, mais pour que moi je puisse, au-delà des enjeux, parce que vous savez que les risques sont énormes quand vous allez investir, donc mobiliser toute cette somme en termes de milliards, l'enjeu, les risques sont énormes. Et c'est à ce niveau-là que chacun va préciser. Nous avons une référence, par exemple au niveau national, vous savez que les PPP dans notre pays ne peuvent pas accéder 30 ans.
Mais nous n'allons pas dire qu'il faut faire 30 ans. Peut-être quelqu'un va dire c'est 25 ans, ça va 20 ans. Ça dépend du coût total et aussi des pays que nous sommes entre deux pays. Donc nous ne pouvons pas savoir le temps d'exploitation. Ça fait partie de l'offre donc, dans le cadre donc, de ce projet. Et c'est une compétition. Nous ne pouvons pas déjà savoir quelle offre de temps d'exploitation les partenaires vont proposer. Alors, Monsieur Saga de RTB a vraiment souhaité plein succès à ce projet. Vous avez surtout nous avions dit que à quand la livraison des travaux? Bon, déjà, il faut nous permettre d'aller étape par étape. Moi, je pense que ce Saga, si vous nous laissez démarrer, c'est bien. Hein? Après, on va, parce que quand on va démarrer, puisque chaque entreprise va en même temps donner le temps d'exploitation, le coût et le délai dans lequel il va pouvoir exécuter les travaux. Et vous savez que ce délai va dépendre aussi de sa capacité technique organisationnelle, mais aussi de sa capacité à mobiliser les ressources, mais aussi nous le pays, là, à libérer les terres. Vous savez, au Burkina Faso, c'est plus facile de libérer les terres qu'au Ghana. Au Ghana, la terre est beaucoup plus difficile à libérer. Donc, toutes ces variables-là vont rentrer en jeu dans la progression des travaux, mais aussi dans la capacité de livraison. Moi, ce que je pense que ce que nous devons faire, c'est quand est-ce qu'on va, ici avec le président Roch-Marc Christian Kaboré et le président Ado, ils vont engager, parce qu'on va lancer alternativement les travaux à Ouagadougou, et après on va lancer aussi à Tema, par exemple, ou bien en tout cas dans la partie ghanéenne, alternativement. Et c'est cette phase-là qui est essentielle. Et comme je vous ai dit, le 30 novembre, nous allons en tout cas entamer les négociations finales et que naturellement, comme vous voulez donc les dates de démarrage, en tout cas je peux vous dire qu'en 2022, normalement, après les négociations, nous devions pouvoir entamer dès le premier trimestre de l'année 2022 le démarrage des travaux. Alors, pour terminer avec vous avez parlé donc de la ligne coloniale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, entre Abidjan et Ouagadougou, donc cette ligne ferroviaire. Vous savez que c'est une ligne qui est gérée entre les deux États. Et après, parce que nous avons eu entre les deux États des différences dans la gestion de cette ligne ferroviaire et dans le mouvement des privatisations, on a pensé que c'est en concédant cette ligne-là en termes de gestion à un opérateur privé, donc Citaraï, qu'on allait chercher à gagner en termes de performance. Effectivement, nous sommes dans cette synergie et que la ligne est toujours dans une situation difficile, même si le train continue à circuler, mais ce n'est pas dans les conditions optimales telles que nous l'avons imaginé. Mais pour ce projet, nous allons tirer le son, parce que c'est ça aussi le développement. Il faut agir en tirant des leçons du passé et de ce que vous aviez eu comme expérience. Et je suis persuadé que le Ghana va suivre donc l'expérience que nous allons en tout cas déposer. Nous allons engager pour dire voilà, il faut faire attention lorsqu'on va reprendre la ligne, parce que l'opérateur privé sait comment gérer, parce que généralement on prend des gens qui sont spécialisés dans le domaine et qui savent exploiter des lignes, mais après, nos deux pays doivent s'organiser pour mieux gérer et mieux faire que ce que nous avions connu entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et je suis persuadé que les modèles de gestion existent maintenant, ce n'est plus comme au temps des indépendances. Aujourd'hui, la plupart donc, des économies sont basées sur des modèles de gestion qui sont de plus en plus modernes et qui permettent de faire une meilleure suivi et évaluation. Et je suis persuadé que nous allons gagner le pari donc, de la gestion de ce rail entre le Ghana et le Burkina Faso. Mister, I think you can come for your question now. Thank you so much. My question is very simple. The gentleman wants to find out what will the project when we promised it's going to be completed in March this year. Today the project is almost
est finalisé à environ 80%. La cause du retard, en fait, ce n'est pas un secret, ce n'est un secret pour personne ici. Vous savez, le Ghana est l'un des pays qui a été le premier à être affecté par la pandémie, la Covid. Et comme vous le savez, les soumissionnaires dont les contractants à ce projet sont des Indiens. Et pendant cette période, ils ont dû fermer, arrêter donc la construction. Et la plupart des experts ont été rapatriés dans leur pays d'origine. Actuellement, le travail a repris. La construction a vraiment repris sur le site. Et le nouveau délai a été donc fixé. Donc, c'est novembre cette année, le nouveau délai pour finir la construction, novembre 2021. Alors, nous pensons que ce projet va également renforcer, promouvoir le projet entre le Burkina Faso, entre Ouagadougou et Téma, parce que c'est le même tracé en fait. Nous utilisons les fonds propres du gouvernement ghanéen pour construire cette portion interne et ça va être utilisé donc comme un fonds propre dans le tracé dans sa totalité. Merci beaucoup pour votre question. Merci, Monsieur le Ministre, pour les Thank you, Honorable Minister, for your answers. Nous allons prendre les dernières séries. So we'll take the last series of questions. Ok, vous avez la parole. Ernest Kalmiré, vous avez un souci? Activez, s'il vous plaît. Je disais que la question sur l'impact environnemental. Ok. Oui, c'est pas ok. Activez, s'il vous plaît. Activez votre micro, s'il vous plaît. Non, je disais que dans son propos liminaire, vous avez évoqué que l'impact environnemental du projet était déjà bouclé. Le ministre ghanéen aussi est revenu là-dessus. Alors, je voudrais un peu que vous nous expliquiez qu'est-ce qui ressort de ces études-là. Vous avez la parole. Mon confrère qui a demandé la parole là. Allez, activez, s'il vous plaît. Ok, merci. Je vais couper parce que l'autre côté c'est toujours allumé. Activez cette fois-ci. Ok, moi c'est Ouedraogo Kassams du journal La Tribune du Faso.net. Maintenant j'ai deux questions à l'endroit du ministre burkinabé des Transports. Ça concerne l'aspect de l'aviation. On a appris que en janvier 2021, l'Américain qui avait repris la société Air Burkina devait prendre les rênes en janvier 2021, mais jusqu'à présent on n'a pas encore une idée là-dessus. Et on voit aussi que le ministre qui représente l'État aussi est en train de négocier des avions contre la société Air Burkina. Donc je voulais savoir quel est le rôle maintenant du repreneur américain, où est-ce que le contrat a été, où en est-on avec le contrat? La seconde interrogation c'est, dans ce sens également, on voit qu'il y a un mois de cela, l'Agence nationale de l'aviation civile a coulé au sol un avion d'Air Burkina pour mauvais entretien et aussi un avion également est au sol pour manque de pièces. La question est de savoir, actuellement la société Air Burkina a combien d'avions fonctionnels? Merci. D'autres questions? Elle a parlé de la parole. Activez, s'il vous plaît. Activez. Ok. Moi, je reviens pour
J'ai une question pour le ministre ghanéen. Je voudrais savoir si le tronçon, la partie ghanéenne qui travaille déjà sur la construction du projet, est-ce que c'est en PPP? Et si c'est en PPP, est-ce que les deux parties peuvent s'inspirer de ça pour pouvoir boucler le projet? Et pourquoi pas remettre le chantier à l'entrepreneur au niveau du Ghana? S'il vous plaît, si vous pouvez reprendre pour les besoins, puisque nous enregistrons et nous allons faire un élément pour la RTB. Comme le micro est tombé, on ne pourra pas exploiter la question. Si vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Donc la partie, je voulais savoir si la partie ghanéenne travaille en PPP pour la construction du tronçon qui a démarré au niveau du Ghana. Et si oui, pourquoi est-ce que les deux parties, burkinabé et ghanéen, peuvent s'inspirer pour pouvoir peut-être avoir des travaux de qualité au regard du fait que le Ghana a déjà une tradition de construction du chemin de fer. Et j'ai une question qui n'a rien à voir avec le chemin de fer. Alors, Monsieur le ministre Dabilgou, les tracasseries policières sont de plus en plus récurrentes, les gens reviennent là-dessus. Alors, je voudrais que vous reveniez un peu là-dessus pour nous faire le point de ce qui est fait pour éviter ces situations que les usagers de la route déplorent. Merci. Merci. Il y a une conseillère qui demande, nous allons prendre sa question avant de venir. Activez, s'il vous plaît. Et si Adelaï Tenemana? Patientez, vous avez commencé à parler alors que le cadre n'était pas encore prêt. Reprenez, s'il vous plaît. Et si Adelaï Tenemana de Wawanews.net, en parlant de voies ferrières, je voulais te demander de savoir à quand l'achèvement ou du moins le réveil de celle Burkina-Niger. Merci. Ok. Vous avez la parole. Truth TV a la parole. Ok, merci. Moi, c'est Nyenye Abdul Rahim. Je suis journaliste à la télévision Truth TV Radio Watts FM. Ma question, c'est un peu hors du... ça concerne la gestion du fret. On a vu que ça peut couler beaucoup d'encre de salive. Les acteurs dénoncent essentiellement aujourd'hui l'existence de deux faîtières des transporteurs. Et à ce que je sache, il vous a été donné 1 mois pour régulariser la situation. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que le ministère fait aujourd'hui pour gérer définitivement cette question-là? Merci. Ok, dernière question. Activez, s'il vous plaît, c'est bon? Activez. Je peux aller? Alors, je suis Bernard Bogoum du site anéwapartera.com. Ma question c'est concernant la fermeture des frontières. Cela fait 1 année pleine qu'on est dans cette situation et avant même qu'on ne parle d'accroître l'économie à travers les nouveaux projets, qu'est-ce que le ministre a à nous dire sur justement la réouverture des frontières? On sait que ce n'est pas seulement le Burkina, mais au niveau sous-régional, qu'est-ce qui est déjà décidé ou qu'est-ce qui est fait pour vraiment soulager la population qui vraiment perd tout, presque tout actuellement? Merci. Merci. Ok. Exactement ma question. Voilà. En fait, les frontières sont fermées. Alors, on entend de gauche à droite que la circulation, la mobilité est monnayée par
voilà, en griffe, comme je ne l'étais pas là-bas. Donc, qu'est-ce qui est fait pour soulager ces populations-là qui tentent toujours d'aller dans la sous-région malgré la fermeture des frontières? C'était ça ma question. Merci. Merci. Monsieur le ministre, on a la parole pour les éléments de réponse. Monsieur le ministre, avec votre permission, nous allons permettre au ministre du Développement du chemin de fer de répondre à ces questions, comme il n'a pas beaucoup de questions. Comme ça, là. Après, vous répondez aux questions qui sont spécifiques au point de presse d'aujourd'hui, le projet d'interconnexion et les autres questions à la fin, pour faciliter le montage de l'élément. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Activez, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, les techniciens au niveau de la réalisation demandent d'enlever le dispositif. Voilà. Thank you, please. Yes, my good friend wants to know. Je voudrais savoir le mode de construction du projet ghanéen. Est-ce que c'est à travers un PPP ou pas? Pourquoi pas est-ce que le Burkina Faso ne voudrait pas suivre donc ce partenariat? Vous savez, donc le projet de Tema à Paradan est financé uniquement sur fonds propres du Ghana. C'est un contrat IPC. C'est pas sur une base de partenariat PPP. C'est sur le budget de l'État. C'était un prêt que nous avons contracté qui doit être payé. Et la justification donc de ce prêt, c'est de nous assurer qu'il y a une disponibilité donc de fonds pour payer donc les fonds. Donc c'est pas sur une base PPP, c'est sur les fonds propres de l'État. Comme je l'ai dit, l'attente c'est que cette portion-là, la portion ghanéenne de le tracé puisse également être utilisée comme une équité, une fonds propre, que ce soit les concessionnaires privés qui va être qu'on utilise cette portion comme une équité, donc une équité, donc cela a été construit pour son fonds. Monsieur le ministre, vous allez... Je voulais demander aux journalistes, je suis là, donc quand on vient, on parle des chemins de fer. Après, bon, comme les questions sont venues en vrac, peut-être qu'on va trouver des occasions pour venir le plus souvent ici. Alors, pour les études d'impact environnemental, je dois vous dire que c'est une étude d'impact environnemental et social. Et que cette étude-là, il faut voir ça en 3 phases. La 3 phases, c'est-à-dire que c'est une étude qui nous montre le cheminement pour tenir compte donc de l'environnement au moment de l'implantation et au moment des travaux, mais également au moment de l'exploitation. Vous savez que ce qui est important, c'est d'abord au niveau des travaux, nous avons identifié tout ce qui peut être identifié et sauvegardé. Par exemple, dans notre cas, il y avait la forêt d'Ambi que nous avons contournée et ça nous a pris beaucoup de... Ça a allongé le chemin de fer, mais il fallait absolument tout faire pour sauver donc cette forêt. Nous avons des lieux culturels que nous avons tenté d'identifier. Alors il y a plusieurs zones comme ça, le long du chemin de fer, au niveau du Ghana également. Même l'environnement physique a été sauvegardé pour ne pas détruire donc parfois des environnements physiques naturels. Donc sur ce côté, vous pouvez vous rassurer que non seulement nous avions pu mettre à la disposition des partenaires qui vont compétir, une étude d'impact environnemental suffisamment solide et qui va les guider dans le processus des travaux et aussi les guider dans le processus de l'exécution de l'exploitation, donc d'une manière générale. Donc c'est une étude qui peut être partagée également et que l'on peut donc partager avec les personnes qui désirent donc, et qui sont intéressées par ces questions-là. Alors, pour revenir, la plupart des autres questions sont des questions qui ne sont pas nécessairement en relation avec le chemin de fer du Ghana et du Burkina. Je voudrais donner quelques réponses en ce qui concerne pour mon cher ami qui a parlé donc des études d'impact environnemental et qui a aussi parlé de la tracasserie policière, qui est aujourd'hui une question
en tout cas épineuse dans notre pays. Vous savez que cette question-là est rendue difficile à traiter à cause aussi des questions liées à l'insécurité. Comment arriver à sécuriser le territoire en évitant ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, la tracasserie policière. Donc c'est une grande question. Je pense que c'est une question qui est aujourd'hui une préoccupation du monde des transporteurs, mais même des usagers. Ce que je peux dire, c'est que nous avons eu au moins 3 réunions avec le ministre en charge de la sécurité et nous nous sommes entendus sur une sorte de plan d'action, par exemple pour le transport routier voyageurs, notamment les cars, comment on va désormais embarquer et comment on peut aussi débarquer et comment on va les fouiller, parce que la plupart du temps, vous les voyez, ils sont alignés le long pour pouvoir embarquer, et ça c'est ce que les usagers n'aiment pas du tout. Nous sommes arrivés à nous entendre à peu près pour un plan d'action. J'espère qu'on pourra le mettre en œuvre. Au niveau des villes, pour le transport urbain, d'une manière générale, vous savez que dans les grandes villes de nos pays, notre pays, c'est ce transport de roues qui est véritablement majoritaire. Et les contrôles aussi, les gens pensent qu'il y a un peu de la tracasserie. Ce que nous sommes en train de faire, c'est que la semaine prochaine, moi-même j'ai eu avec le ministre de la Sécurité, par exemple pour les nouvelles plaques que vous avez, on n'a plus besoin nécessairement de vous arrêter. Je vais leur remettre donc des équipements nouveaux, qui sont des scanners qu'ils tiennent, et quand vous passez, on peut vous scanner et on permet de lire, en tout cas si c'est la nouvelle plaque, ça permet de lire le propriétaire et de pouvoir vous interroger déjà, que ce soit en voiture, que ce soit en deux roues. Ça permet nécessairement de ne pas vous tracasser. Et on ne peut vous tracasser que lorsque on pense qu'en fonction de la lecture qu'on a, il y a quand même une certaine information qui dit que bon, celui-là, il faut l'arrêter pour comprendre davantage. Donc nous sommes dans un système beaucoup plus moderne pour éviter donc les tracasseries. Mais c'est des plans d'action que nous devons construire. Mais je dois avouer qu'aujourd'hui, entre tracasserie et sécurité, d'une manière générale, ce n'est pas facile de faire la frontière. Parce que les citoyens que nous sommes aussi, nous avec la police, chaque fois qu'on va, on a besoin d'avoir une information sur le trajet ou sur le moyen de déplacement d'un citoyen. C'est généralement donc des questions difficiles à aborder entre nous et la police. Mais je vais continuer à demander la compréhension et la citoyenneté aussi des Burkinabés, pour que nous puissions en même temps que nous ne voulons pas embêter, mais que nous puissions construire aussi la sécurité dans notre pays. Alors, quelqu'un a posé la question de savoir, au niveau de Air Burkina, que l'Agence nationale de l'aviation civile a dû clouer 2 avions au sol. C'est vrai. Parce que dans le système de l'aviation civile, l'Agence nationale de l'aviation civile est autonome. Et la loi qui l'organise est votée à l'Assemblée nationale pour lui donner sa force d'autonomie, pour nous montrer que lorsque vous avez un agrément pour opérer en tant que transporteur public dans le domaine de l'aviation civile, il y a des règles que vous devez respecter. Donc dans notre pays, nous devons nous féliciter que nos institutions au niveau de l'aviation civile fonctionnent dans une forme d'autonomie. Parce que quand même c'est une compagnie nationale. Dans certaines régions, à cause du fait que c'est une compagnie nationale, le directeur général de l'aviation civile ne peut pas clouer, peut demander des explications. Mais là, pour des questions de sécurité, on était amené à dire que pour certaines pièces qu'on devait, dont la tolérance est dépassée à peine quelques temps, et dans certains pays on voit que c'est tolérable, le directeur général de l'aviation civile a cloué les avions parce que nous avons mis au maximum donc, la question de la sécurité et la sûreté des vols de Air Burkina au plus haut niveau. Donc, mais je peux vous assurer que très rapidement nous sommes allés au Kenya pour réviser les avions. Nous avons amené aussi pour les embrayeurs des techniciens pour l'avion qui n'a pas pu s'y rendre, et qu'aujourd'hui nous avons les 2 avions qui fonctionnent
régulièrement et que les vols de Air Burkina ont repris de manière convenable. L'autre avion pratiquement aussi va repartir en révision totale pour permettre à Air Burkina de pouvoir disposer donc de ces avions. Mais c'est une très bonne chose que dans notre pays, nous puissions nous réjouir que Air Burkina est une compagnie dont la sûreté et la sécurité est garantie par donc, notre capacité à pouvoir faire le travail que nous devons faire. Alors, en ce qui concerne Ouaga-Niamey, vous savez que ce chemin de fer est un chemin de fer qui fait partie de ce qu'on appelle la boucle ferroviaire. C'est une boucle qui doit donc englober le Burkina, le Niger, le Mali jusqu'à la Côte d'Ivoire et le Bénin. Alors, et cette partie-là fait partie donc le projet des chemins de fer du G5 Sahel. Ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas un projet piloté par le Burkina Faso tout seul. C'est piloté par le G5 Sahel. Je sais que l'étude de faisabilité a été faite, a été approuvée, et qu'aujourd'hui ils sont en train de planifier pour accélérer donc ce projet-là. Parce que ce projet a été décidé parce que entre le terrorisme et le développement, c'est deux choses qui s'influencent mutuellement. Le chemin de fer est un outil qui désenclave et qui apporte le développement dans les territoires. Et que donc, les populations du Sahel ont besoin de développement pour ne pas écouter donc des messages de certaines personnes qui veulent faire du djihadisme et de l'insécurité. Donc c'est un projet qui est très bien coté au niveau du G5 Sahel et je suis persuadé que l'un dans l'autre, les chefs d'État du G5 Sahel vont accélérer donc le processus de mise en œuvre de ce projet. Alors vous avez posé une question sur la gestion du fret. Bon, et vous avez relié la gestion du fret à l'existence de deux fêtières. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, l'État a pensé que nous pouvons nous impliquer pour créer et construire une fêtière unique de l'ensemble des transporteurs routiers de notre pays. Nous avons pensé que comme ils sont très nombreux, il y a la liberté d'association. Mais dans la mesure où le transport dans notre pays est vital pour notre pays, parce que nous sommes un pays de l'Interland, les organiser nous permettra de renforcer leurs capacités, de mieux les financer et d'avoir un seul interlocuteur. Mais lorsque nous sommes engagés dans ça, nous avons compris beaucoup de choses parce que les transporteurs sont trop divisés. Et à un moment donné, l'État a décidé de détacher donc et de leur permettre eux-mêmes de s'organiser conformément à la loi pour pouvoir eux-mêmes s'entendre pour créer une fêtière unique. Mais le Premier ministre a dit, nous sommes prêts à les accompagner. Chaque fois qu'il y a des couacs, nous sommes prêts à les accompagner. Nous sommes dans cette dynamique et dans cette vision. Maintenant, la gestion du fret, l'État a dit, mais comme vous n'arrivez pas à créer la fêtière unique, nous, l'État, nous allons prendre par un décret la gestion du fret. Et c'est ce que nous avions fait. Et donc, il y a un décret qui encadre désormais la gestion du fret. Et je pense que c'est parce que c'est l'État qui gère directement le fret pour l'ensemble donc des transporteurs routiers. C'est ça qui pose parfois des problèmes. Mais l'État défend et les intérêts des petits, des moyens et des grands transporteurs par l'intermédiaire du CBC. Alors c'est vrai que nous avons eu beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui cette gestion, parce que pour faire des réformes ce n'est pas facile, mais c'est une réforme majeure qui permet à l'État de jouer pour l'intérêt public et l'intérêt de la majorité. Et l'intérêt de la majorité, c'est l'ensemble des transporteurs et que ce n'est pas monopolitique, c'est-à-dire que c'est loin des monopoles, dans le sens de pouvoir faire en sorte que nous pourrions désormais nous rassurer que la gestion du fret est dans l'intérêt général. Alors, la fermeture des frontières, voilà une autre question qui est aussi, peut-être que mon collègue John pouvait aussi dire un mot. Parce qu'on n'ouvre pas tout seul une frontière. C'est ça la grande question. Si le Burkina Faso dit que vous pouvez aller en Côte d'Ivoire, ou que vous pouvez aller au Ghana, et que le Ghana dit que vous ne venez pas, nous créons
des gens qui veulent voyager et qui seront stockés quelque part parce qu'ils ne pourront pas rentrer dans leur pays d'origine. Mais c'est vrai, le fait d'avoir fermé les frontières fait qu'il y a quand même des gens qui arrivent à pénétrer. Et ça, on le sait, au niveau de l'UEMOA, les données ont montré que nous sommes en train même de créer une nouvelle race de transporteurs par des tricycles et que c'est vraiment devenu très juteux pour certaines personnes. Et que les frontières sont effectivement fermées, mais en même temps elles sont ouvertes par donc ces voies détournées. Alors nous avons accéléré le processus de concertation et je sais que cette question sera abordée la semaine prochaine dans la réunion de la commission chargée de la crise de la pandémie, la commission nationale chargée de la gestion de la pandémie Covid-19 dans notre pays, présidée par le Premier ministre. Et je pense que je dois présenter un dossier à ce niveau. Mais en même temps, on doit regarder aussi les autres pays. Parce que cette situation, vous savez que j'écoutais sur France Inter ce matin, on me disait que la situation à Lomé s'est dégradée. Et qu'aujourd'hui, au niveau donc de cette partie de l'UEMOA, donc le Togo, on a l'impression que c'est une deuxième vague en force. Vous voyez, donc c'est très difficile dans ces conditions de pouvoir construire sereinement une ouverture donc, des frontières de manière simultanée et concomitante au niveau donc, de l'UEMOA. Mais c'est une question que nous devons regarder parce que nous sommes un pays l'interland. Il faut absolument que nous puissions regarder ça de manière ferme et de manière aussi diplomatique et politique. Je pense avoir terminé oui, la NAC face au point net. Face au point net, je crois que c'est Air Burkina, les négociations pour les avions. Rassurez-vous, si vous suivez bien l'actualité, vous verrez que dès ce soir, l'opérateur AGD et les Américains, nous les avons convoqués, ils vont avoir une audience avec le Premier ministre et nous allons regarder donc, la question. Vous savez, aujourd'hui, l'aviation civile, ce n'est pas facile de concéder et de parler donc de l'aviation civile. Parce que tellement l'économie dans ce domaine-là a fortement dégradé donc, l'ensemble des données. En Europe, c'est difficile. Les avions ne sont plus au sol. C'est dans la sous-région africaine qu'à cause de la relative, en tout cas, maîtrise de la pandémie, nous arrivons à entretenir des vols entre nous. Mais même mon collègue est venu par un jet privé parce que les connexions sont difficiles à maintenir. Alors dans ce contexte, c'est très difficile. Mais notre partenaire AGD a confirmé et vient confirmer davantage que la cession de Air Burkina est pour lui capitale. Et que son plan économique pour Air Burkina est maintenu. Et vous savez que ce plan, c'est que nous devons acheter donc, dès la première phase 3 Airbus. Et je pense que Airbus est venu 2 fois en mission et en ce moment doit revenir encore pour que nous puissions continuer à nous entendre. Donc de ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas un problème, sauf que nous devons conclure et lui donner la gestion. Alors, il y a quelques points que nous devons... Vous savez, ce n'est pas facile, ces genres de dossiers, mais ça venu ici. Et l'entretien qu'il va avoir les plus hautes autorités de notre pays doit permettre de pouvoir maîtriser ce dossier-là avant la fin du mois. Voilà donc ce que je voulais dire en ce qui concerne les questions qui me sont posées. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais, parce que c'est la fin, madame, non, il va peut-être remercier après. Non, je ne pense pas. Voilà. Mais je voudrais, parce qu'il va prendre la parole aussi, remercier encore une fois la presse pour d'abord la qualité de votre mobilisation pour ce chemin de fer. N'oublions pas que c'est l'un des points, les projets les plus structurants dans les programmes des 2 présidents, le président du Ghana et le président du Burkina Faso. Et que les 2 présidents sont fortement engagés, ont la même vision. C'est des panafricanistes qui veulent inscrire donc, en lettres d'or donc, la réalisation de ce chemin de fer dans leur programme politique.
Donc je pense que votre mobilisation ce matin va en tout cas nous permettre, nous aussi, en tant que ministre en charge des transports au Ghana et au Burkina Faso, de nous mettre en synergie d'action et de nous mobiliser fortement pour le succès de ce projet. Mais je pense que le planning que nous venons d'établir est un planning qui va nous permettre en tout cas de pouvoir réengager les discussions, remotiver donc notre partenaire, donc celui qui nous accompagne, le bureau d'études chargé de pouvoir nous accompagner dans ce processus, mais aussi remotiver l'ensemble donc des entreprises que nous avons sélectionnées pour que nous puissions venir à bout de ce projet-là en le démarrant effectivement en 2022. Merci beaucoup et je vais donner la parole à mon collègue John pour aussi vous tenir donc ces remerciements et à très bientôt pour de nouveaux projets. Merci. My colleague, the Minister of Transport, our good friend from Ghana, who's here in the media, here present. First of all, I want to say very big thanks to the media for the show of love and enthusiasm towards démonstration d'amour à l'endroit de ce projet de Tema Ouagadougou. Je vois de façon claire de vos visages également à partir des différentes questions qui ont été posées que le projet est vraiment cher à votre pays. C'est ici donc cette note, et comme je l'ai dit précédemment, que la presse avec nous, les politiciens, les décideurs politiques devons travailler ensemble pour l'accomplissement des bons objectifs de nos deux présidents. Votre président et le nôtre ont une vision de l'Afrique. Nous sommes en mesure de mettre cela en œuvre en Afrique. Bien entendu, cela va devenir un modèle pour d'autres pays. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous pouvons le faire de façon réussie avec tous les acteurs guidés dans une bonne direction et nous permettre d'atteindre les objectifs. J'aimerais bien entendu vous remercier. Au mois venu, nous allons également inviter l'honorable ministre d'Abidjan qui vient nous rendre visite au Ghana pour que nous puissions avoir des discussions similaires avec son excellence le président. J'aimerais vous assurer que le Ghana est vraiment engagé dans ce projet. Nous allons vous assurer que ce projet-là commence comme prévu. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de vos prières pour que ce programme soit mis en œuvre. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Madame la coordinatrice, donc, va conclure cette conférence de presse qui a duré presque 2 heures, vu l'intérêt du sujet. Merci. Merci, Madame Zao. Mesdames, Messieurs de la presse, c'est la fin des échanges de ce matin sur le projet d'interconnexion ferroviaire Burkina-Ghana, un projet porté par 2 présidents panafricanistes, comme viennent de le souligner les 2 ministres tout à l'heure. Mais les rendez-vous avec le gouvernement continuent pour vous permettre de mieux éclairer l'opinion nationale et internationale sur les engagements et les actions du gouvernement. Merci au ministre du Développement du chemin de fer de la République du Ghana, M. John Peter Ameyu. Merci au ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière du Burkina Faso, M. Vincent Mbidi Davilgou, pour les éclairages. Bon retour dans vos rédactions. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous. Merci. S'il vous plaît.